Rebonjour. En préambule, moi je suis entre deux mondes, un monde d'agronomes, de gens qui sortent des écoles d'agriculture. Je suis confronté à des directeurs techniques de grands crus, qui sont des chefs de culture, mais les chefs de culture sont aussi d'une formation très scientifique. Et je dois les amener à écouter, comme disait Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Et pour aller de cette rive du fleuve à l'autre rive du fleuve, il faut un pont, et j'ai essayé de faire le pont. Et moi, comme j'étais aussi de ce côté des... j'ai fait des études, ce qu'on appelait autrefois la licence S-Sciences. C'est de la physique, de la chimie. J'ai fait énologie en plus parce que le vin de mes parents n'était pas très bon et je voulais corriger. Mais je suis venu de cette rive-là et j'ai mis du temps, moi, à me mettre dans la biodynamie. J'ai écouté un peu tout le monde. Mais pour moi, il faut que je digère. C'est-à-dire, moi j'avais lu aussi Steiner, La philosophie de la liberté, et il disait il dit qu'il faut faire sien les choses. On ne peut pas croire à une chose et la recracher. Ça n'a aucune valeur au niveau de la pédagogie. Or, mes personnes, il faut que je parte de quelque chose qu'ils connaissent et que je les amène un tout petit peu plus loin. Et puis après, quand j'ai créé ce pont, ils vont aller un peu plus loin sur l'autre rive. Et puis il y en a qui... Et finalement, ça marche très très bien. Au début, mes propos les interpellent un petit peu, mais quand même, c'est compréhensible pour eux. Et après, ils vont presque tous de l'autre côté de la rive, même quelquefois plus loin que moi. Donc voilà, en préambule. Alors donc, ce que je vais exposer, c'est cette espèce de pont. Alors, comme l'a dit Soisig, un raisin équilibré, c'est vraiment la personne que vous voyez. Ça bascule facilement d'un côté ou de l'autre. Mais quand on arrive de l'autre côté, tout devient facile, les fermentations, ça passe bien, et on n'a pas trop de problèmes. La difficulté, c'est de rester sur le fil pendant la traversée. Voilà. Alors ce qu'on constate, et pourquoi tous les grands crus sont venus chercher la biodynamie, c'est qu'ils se sont aperçus, ils font des profils racinaires, et ils se sont aperçus, vous voyez, là j'ai entouré de blanc pour que vous le voyez mieux parce que la photo n'est pas bonne, le profil de la racine, et tout le champ de vigne arraché avait ce profil, c'est-à-dire que les racines, elles n'ont plus d'air et d'eau en profondeur, elles ne peuvent plus respirer, elles ne peuvent plus fonctionner, en plus elles trouvent des terrains compactés en profondeur, et elles prennent cette allure. Alors, gros problème parce que dès qu'il fait sec, ces racines, elles sont en surface. Tout de suite, la vigne, elle tire la langue. Et s'il pleut sur les vendanges, l'eau est tout de suite à portée des racines. Et les raisins éclatent et on n'aime pas ça, quoi. Donc on va chercher pour la vigne un enracinement profond. En général, elle pousse sur des terrains extrêmement pauvres, et c'est normal qu'elle fasse un enracinement profond, si elle peut le faire, parce qu'il faut qu'elle exporte plus de terrain pour avoir la même quantité de nourriture dans un sol normal. Donc c'est intéressant d'avoir un sol pas très riche, et d'aller très profond. Ensuite, en plus, elle peut trouver de l'eau plus en profondeur, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est la notion de cru. Un cru, c'est un domaine qui, tous les ans, a un niveau de qualité assez haut. Il a des différences entre les millésimes, ça c'est sûr. Mais il faut que quand même le niveau de qualité soit haut.
Et ça, c'est très lié au poids des racines. Et quand on a la photo qu'on a vue, il n'y a pas de réserve. La vigne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est prudente, elle met en réserve de l'énergie sous forme d'amidon dans ses racines. Et elle va puiser dans cet amidon quand il y a des aléas climatiques, elle n'a pas assez de soleil, il n'y a pas assez d'énergie pour fonctionner normalement, elle va l'épuiser et elle va continuer à vivre normalement et le raisin ne va pas en souffrir. Et la qualité d'un vin est souvent liée à un poids de racine relativement important. Et ensuite, il faut que le sol ait une certaine fertilité pour pouvoir bien nourrir la vigne. Alors en fait, je vais parler un petit peu de la nourriture, du réglage de la vigueur qui va intervenir sur le raisin et de ce que la biodynamie, de l'équilibre aussi qu'il faut pour que les micro-organismes vivent, mais aussi qu'il y ait un bon équilibre dans les jus, et voir comment la biodynamie peut intervenir parce qu'on ne maîtrise pas tout malheureusement, il y a des aléas climatiques, il y a des tas de choses qui peuvent arriver qui vont entraver la bonne marche de ce qu'on souhaiterait. Et la biodynamie va venir nous aider. Bon, je passe vite là-dessus parce que ça a été déjà traité, mais dans un sol, il faut quand même de la matière organique. Aujourd'hui, on a des sols qui s'appauvrissent de plus en plus en matière organique. J'ai des chiffres, je crois que on a perdu entre 0,5 et 1% de matière organique en 50 ans sur ce qui avait été mesuré sur les sols. Donc c'est quand même important de préserver cette espèce de patrimoine que constitue la matière organique des sols. Bon, il y a matière organique et matière organique. Il faut cette matière organique pour avoir, c'est pas une abbaye, c'est une agriculture biologique intense, une activité biologique intense. Ça, pour ça, c'est la biodynamie, elle cherche à créer cette vie du sol où tous les micro-organismes et tout ce qui travaille dans le sol va être activé par notre action. Il faut quand même que le minéral marche. Quelquefois, il faut l'aider, hein, on met un peu de basalte pour susciter une action du minéral quand c'est bloqué un petit peu. Et surtout, il faut une structure parce que les racines, ce n'est pas des marteaux-piqueurs. Il faut qu'elles aient une fente, un trou pour pouvoir passer. Après, elles se débrouillent pour écarter dans le sens écartement. Elles ont beaucoup de force, hein, elles peuvent casser un mur. Mais dans le sens pénétration, ce n'est pas des marteaux-piqueurs, il faut que la structure soit bonne. Alors, là, on a parlé beaucoup de biodiversité, j'en parlerai pas, mais c'est vrai que de mettre des troupeaux, d'avoir des arbres, de créer ce réseau sous terre, on dit que les mycorhizes peuvent multiplier par 1000 l'action des poils racinaires, donc vous voyez un petit peu le travail que ça peut faire. Et on peut avoir 3,5 tonnes de ces filaments dans 20 cm de sol, dans un hectare. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie production qu'on fait par en dessous du sol. Dominique en a parlé, les mucus sont capables quand on a activé cette vie du sol, en plus de leur action pour fabriquer un très bon compost, ce mucus va rassembler des éléments fins du sol qui nous embêtent parce qu'ils se tassent très facilement. Ces éléments fins, les limons grossiers, les argiles, déjà les limons grossiers c'est un peu dur, les grains de sable, le mucus c'est plus difficile. C'est pas à la taille des bactéries. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que alors ça fait des formes rondes, un petit peu des patates. Alors c'est pas des belles sphères, mais c'est plus simple sur l'ordinateur de faire des ronds. Mais vous voyez que si vous mettez tous ces ronds à côté, ils ne se touchent pas. Il y a toujours de l'air
entre les sphères ou les petites patates, et l'air et l'eau peuvent circuler. L'eau peut être absorbée et elle peut être retenue aussi, parce que dès qu'on a, en physique, alors c'est le physicien qui parle, dès qu'on a de l'eau dans des conduits fins, il est retenu par des charges électriques, et c'est ce qu'on appelle la capillarité, et il y a beaucoup plus de mal pour évaporer cette eau, donc c'est assez précieux d'avoir ces petites boules. Et si on fractionne le sol avec des outils ou avec le gel, on va avoir ce qu'on voit à gauche, un fractionnement anguleux qui laisse aussi passer l'air, l'eau, mais s'il y a trop d'eau, toutes les faces planes se recouvrent entre elles et font une croûte. C'est les sols battants, voilà. Donc d'activer le sol, ça va avoir ce résultat. Et en même temps, on va avoir cet échange. Alors c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vie du sol est intense, les échanges entre le sol entre les racines et les micro-organismes devient beaucoup plus intense. La plante donne beaucoup plus de sucre au sol. Ça peut se chiffrer en tonnes de sucre par hectare, hein. On considère qu'un hectare de blé, ça peut donner 1,5 tonne, 2 tonnes, voire plus de sucre dans le sol. Donc, si ces micro-organismes se sucrent, ils le font. La plante ne fait pas ça gratuitement, elle échange du sucre contre des éléments dont elle a besoin. Et des micro-organismes se sont spécialisés à aller chercher des éléments. Et c'est un marché d'échange. Et alors c'est facile, enfin, quand on a une pelle à la main, on peut très facilement, là, c'est chez Édouard Rousseau, un soja d'un mois et demi à peu près, il a déjà ces espèces de chaussettes où le sucre fait coller la terre aux racines. Et c'est une indication que ça marche bien. Alors, l'action de la biodynamie, moi je scinde un petit peu l'action sur les sols et l'action sur le végétal de la bouse de corne. À chaque fois qu'on en met, on agit toujours un peu sur le sol, et quand il y a de la végétation, on agit sur le végétal. C'est-à-dire si on traite la vigne maintenant, on va agir que sur le sol. Si elle a 3-4 feuilles étalées, on va agir sur le végétal. Dans le sol, on va chercher à avoir de l'humus, qui est la nourriture de rêve de la plante. La nourriture où elle va faire le travail pour nous de se nourrir de manière très équilibrée. Alors que si elle puise dans la solution du sol, elle ne sait pas très bien se régler, elle ne sait pas aussi bien se régler que dans l'humus. Donc on a notre 500 et notre humus. Et il y a deux possibilités dans le sol. C'est comme si on avait ça sur les deux plateaux d'une balance. Une possibilité de putréfaction avec un dégagement d'hydrogène sulfuré ou de méthane, ou bien le compostage que l'on souhaite. Et il y a des bactéries, il y a un petit lot de bactéries qui est capable de faire ça ou bien ça. Ça, c'est une bonne nourriture pour les plantes, ça, c'est plutôt mauvais pour le sol et même toxique pour les plantes. Et puis au milieu, on a tout un tas d'éléments, de micro-organismes qui sont un peu indifférents. Ils peuvent faire ou l'un ou l'autre. Et alors, bon, quand on fait des élections, on fait un bon discours électoral, ça fait pencher la balance, les indécis s'en vont d'un côté ou de l'autre. Donc, ma 500, regardez bien là, elle va faire pencher de ce côté la balance stock, la balance qui est un peu indécise, et il ne faut pas grand-chose pour, comme la nature hésite entre deux possibilités, il suffit de pousser un tout petit peu dans un sens pour faire basculer du sens dans le côté où on veut. En fait, on trouve dans la nature le fait qu'avec un tout petit germe, un tout petit modèle, la nature a tendance à imiter ce modèle et à continuer dans ce sens. Dans les vins, on connaît bien ça.
on refroidit du vin, il ne se passe rien, on refroidit. On a dépassé par exemple le point de cristallisation du tartre. Il ne se passe rien. Normalement, il aurait dû précipiter. On jette 2 cristaux de tartre dans une cuve de 100 hectos. Bon, c'est un peu plus, il vaut mieux en jeter un peu plus, mais ça va plus vite. Mais dès qu'on met un modèle, la réaction se fait en chaîne et la nature fait une très grosse réaction pour une toute petite action. Et c'est ce qu'on fait, pour moi, c'est ce qu'on fait avec la bouse de corne. La bouse de corne aussi agit sur le végétal. Alors sur le végétal, elle va agir, on a parlé de plantes terrestres, d'action eau. La plante terrestre, l'action eau, la plante la plus terrestre et la plus action eau pour moi, c'est le nénuphar. Hein, et puis il n'a aucune structure, c'est l'eau qui le tient. Il a la feuille ronde, pas très découpée, ce que nous disait Jean-Michel tout à l'heure. Hein. C'est vraiment des forces d'expansion plutôt horizontales, multiplication de cellules. Si vous mettez un nénuphar sur une mare, il va vite envahir la mare. Et on a cette préparation 500 qui va donner cette impulsion. Alors pour les agronomes, il y a Jürgen Fritz, un chercheur allemand, a fait montrer que ça pouvait exciter, ça pouvait s'apparenter à l'action de certaines hormones. L'hormone en question, ce serait la cytokinine. Mais il y a une deuxième hormone qui rentre en ligne de compte. Plus on augmente la surface au soleil d'une feuille, plus elle produit de l'auxine dans la feuille. Et l'auxine, c'est une hormone qui est produite par le soleil dans les feuilles et qui va allonger les racines. Donc, en plus, notre bouse de corne va aller dans notre sens. Ça, c'est quand même sympathique. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a une autre préparation biodynamique qu'on appelle la silice de corne, qui, elle, est plutôt cosmique, c'est-à-dire qu'elle est dans la concentration, qui fait des tissus très épais, alors que là, on a des tissus de plus en plus fins. Plus on met d'eau, plus on a des tissus fins, et à la fin, on peut arriver à la mort par éclatement des tissus. Là, on a au contraire des tissus, on a du bois, des plantes qui sont presque toujours en fleurs, qui expriment ce côté cosmique. Elles ne sont jamais malades. Là-bas, on a des protéines, plutôt, de l'énergie. Et là, on va avoir des odeurs, des huiles essentielles. Et pour moi, la biodynamie, c'est de régler entre ces deux préparations la vigueur de notre plante en fonction de ce qu'on souhaite, de notre sol, même de la parcelle. Si on fait du maraîchage, on va s'approcher un peu du nénuphar, pas trop, parce qu'après les plantes, elles vont avoir goût d'eau ou elles vont être malades. Et si on fait de la vigne, on va se rapprocher de la plante méditerranéenne, mais pas trop non plus, parce qu'après, il n'y a plus de récolte. Donc voilà le réglage. C'est un peu le yin-yang de la médecine chinoise. Ben voilà un effet. Dans un cru bordelais que je suivais, Patricia, la chef de culture, elle avait le sens de l'économie, et quand elle avait un fond de dynamiseur, elle ne voulait pas le jeter, et elle le passait toujours sur la même vigne. Alors ça a eu le mérite de conforter sa croyance dans l'efficacité de la biodynamie, mais toute la parcelle en question avait des feuilles comme ça qui ne rentrent pas dans un 21-29-7. Alors je l'arrête tout de suite, c'est pas ce que je cherche, hein. Mais ça a eu au moins ses mérites. Mais on voit aussi que la feuille, elle est presque comme le nénuphar, quoi, c'est-à-dire la feuille de merlot qui est assez découpée. Là, elle est presque plus découpée. Donc voilà un petit peu un céréalier du Gers. Là, on met 3 ou 4 000 cornes. On lui fait faire sa préparation. Et quand on parle de la préparation silice, alors on a décrit toutes les propriétés de cette silice avec la plante méditerranéenne, mais au cours de la végétation de la plante, pour moi, elle a
elle change un petit peu d'action tout au long de l'évolution de la plante. Alors pour la vigne, dans le début avant la floraison, un peu après, jusqu'à la nouaison, elle va avoir l'effet de la gibéréline, qui est une hormone qui allonge. C'est un petit pois nain devient un petit pois grimpant si vous l'arrosez avec de la gibéréline, mais aussi il va avoir de la structure, il va se tenir beaucoup mieux. C'est-à-dire les cristaux, les formes cristallines que l'on a cassées à partir de 0,5-0,6 microns, on ne voit plus au microscope la forme du cristal dans la silice. Et moi j'appelle ça la loi d'emmerdement maximum. Ça peut vous donner le résultat pour toute la physique, la chimie, etc. Si vous essayez de faire quelque chose, la nature, elle va essayer de faire le contraire. Si vous augmentez la pression, c'est la loi de Mariotte, vous augmentez la pression au-dessus d'un liquide, et bien, le liquide va dissoudre le maximum de gaz possible pour diminuer la pression que vous voulez augmenter. Mais là, dans la plante, on va avoir ces forces de cristallisation qui vont vouloir se reformer. C'est les formes que Margaret Chappell a dans ses cristallisoires aussi, c'est les forces de cristallisation, mais c'est aussi, pour moi, ça illustre bien les forces de vie. Et on va avoir ça va tempérer déjà, structurer ce que la bouse de corne avait déjà fait. Un peu plus tard, et puis c'est insensible, hein, ça passe pas de l'un à l'autre comme ça, on va avoir une deuxième hormone qui va s'exprimer, c'est l'éthylène, qui est l'hormone de maturation qui va développer les parfums, mais aussi qui va susciter tout ce qui va avec la maturation du fruit, les tanins, les matières colorantes, les odeurs, etc. Mais aussi, il va essayer de freiner la végétation pour équilibrer ce yin-yang et équilibrer la bouse de corne. Un peu plus tard en saison, là c'est les silices de fin de saison, après vendange, on a une action acide abscisique. L'acide abscisique, c'est ce qui fait l'abscission foliaire, ce qui fait tomber les feuilles. Mais ça agit aussi sur l'ouverture et la fermeture des stomates, mais ça agit surtout sur les néoformations, c'est-à-dire les formations pour l'année prochaine, les formations qui se font à l'intérieur du bourgeon. Et quand on passe régulièrement une silice sur une vigne, dans le bourgeon, vous avez 6-7 méritales qui sont déjà tracées. Après, la vigne, elle va un peu n'importe comment. Et si vous observez bien une vigne, vous voyez qu'après le 7e mérital, elle va un peu n'importe comment. Elle fait un mérital long, un mérital court, elle part à droite, elle part à gauche. Si vous passez des silices, elle va avoir 12-14 méritales qui vont être tracées. Vous allez avoir quelque chose de très très beau, un plan d'architecte pour la suite. Mais c'est aussi intéressant pour la floraison. C'est-à-dire que si la formation de la fleur, l'initiation florale, comme on dit, c'est mal fait au mois d'avril-mai de l'année suivante pour des questions de climat, pour des questions de mauvaise circulation, de minéralisation, enfin tout ce qu'il faudrait pour la fleur pour se former. Ben, l'année suivante, on va avoir une fleur avec un morceau, avec une vrille ou deux vrilles et puis un petit bout de fleur ou pas de fleur du tout. Et on va sortir des vrilles à la place des fleurs. Et ça, on peut rattraper ça dans la néoformation qui se fait à l'automne. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples où on a changé vraiment la production d'une vigne. Bon, ça, je vais passer. En plus, la silice, elle va favoriser tout ce qui est lumière, en fait. Parce qu'on dit que c'est plutôt lié au feu, mais moi je dirais que c'est plus lié à la lumière. Et la silice va essayer de mettre les plantes en position de réception maximum de la lumière. Là, j'ai dessiné comme j'ai pu une feuille en drapeau. Alors, la feuille, elle pend à la verticale. Quand il y a une période chaude,
très, très ensoleillé, la plante, elle se préserve d'un excès de chaleur en se mettant dans cette position. Les rayons du soleil n'ont pas le même angle d'incidence, ils chauffent moins la feuille, et la feuille, elle est très très bien. Seulement, et quelquefois, elle se met aussi en cornée. Il y en a une un peu en cornée là. C'est-à-dire la feuille se met en position de ne pas recevoir le soleil direct. Et c'est une manière aussi de se prémunir. Mais quand les conditions redeviennent favorables, ben, la plante elle a tendance à rester comme ça parce qu'elle n'était pas si mal, quoi. Et la silice, elle remet tout en marche. Là, c'est 2 heures après le passage d'une silice. On voit la feuille du bas, elle a le pétiole qui descend avec la feuille en drapeau. C'est un porc pleureur. Hein. La feuille au-dessus, elle a encore la feuille à droite. Elle a encore le porc en drapeau, mais le pétiole s'est redressé. Et puis ça a déjà agi sur les feuilles du haut. On voit que de plus en plus elles vont se tourner vers la lumière. Et ça c'est très important pour activer la photosynthèse dont on a besoin pour que notre plante aille bien. Donc elle agit sur, je passe, l'hormone auxine peut allonger la partie inférieure du pétiole et de la feuille pour lui donner ces mouvements. Bon, ça, vous l'avez déjà entendu. La vie des sols, sucre, azote et température. Donc 6 degrés, ça commence à vivre. 8 degrés, ça commence à fabriquer des nitrates. Et il faut savoir que la vigne, elle préfère les nitrates. L'azote ammoniacal, c'est pas pour elle. Et donc, il faut que cette vie du sol soit suffisamment efficace pour donner des nitrates. Donc, on va apporter un peu de nourriture à notre vie du sol et quelquefois aussi assez de matière organique. Ça dépend de la quantité de compost. Alors, je ne reviendrai pas sur les préparations. C'est un compost qui a reçu bien ses préparations. Il a une belle peau avec de la paille. Il a une petite bâche qu'on tire quand il pleut trop. Et c'est un joli compost. Et on va répandre ce compost dans la vigne. Les pailles, quand elles se défont, elles sont déjà des sucres. Quand elles ont travaillé suffisamment longtemps, que les micro-organismes ont fait leur travail, la cellulose donne directement des sucres pour se nourrir à la vie du sol. Et puis si on a su garder l'azote, il faut aussi garder la potasse, parce que la potasse c'est aussi très soluble. Mais on a gardé l'azote, ça va nourrir nos micro-organismes. Mais aussi, moi je suis très adepte des engrais verts pour plusieurs raisons. Même si au début c'est un peu dur à pousser dans certains grands crus où ils ne viennent pas terribles, on les assiste avec le précédent compost pour les faire pousser. Quand dans des endroits plus maigres, avec les pendeurs, on ralentit. Et moi j'ai des vignerons qui savent très bien où sont l'endroit où il faut ralentir, l'endroit où il faut accélérer parce que c'est assez vigoureux. Et du coup, on répand un petit peu, on rééquilibre les sols et on amène. Et en plus, lorsqu'on détruit cet engrais vert, il va fournir des sucres, toujours la cellulose, et l'azote par les légumineuses. Mais ensuite, quand on le détruit, si ce n'est pas des choses qui repoussent trop, les racines sont mangées par les micro-organismes et ça crée aussi tout un réseau de tubes qui est phénoménal et c'est des tubes tellement fins qu'on ne peut pas les voir enfin il y a des tubes qu'on peut voir qu'au microscope, qu'on pourrait voir qu'au microscope, et alors là la capillarité est très forte et ça joue beaucoup dans la rétention d'eau des sols. Donc moi je suis pour monter la matière organique progressivement. Monter c'est très difficile en fait, mais au moins maintenir ce qui est. Voilà.
Mais pour la minéralisation, la vigne elle pousse aux alentours de 10 degrés, quand le sol est autour de 10 degrés. Je crois que la formation de NO3, des nitrates qui vont servir à la vigne, c'est autour de 8 degrés que ça commence à fonctionner. Donc il y a un temps de latence entre le moment où vous allez mettre votre compost et où vous détruire votre engrais vert. Alors moi je vois des beaux engrais verts magnifiques, hein, mais au mois de mai, eh ben, c'est trop tard. Hein. Bon, ça fait plaisir aux abeilles, elles rigolent, elles ont les légumineuses sont complètement fleuries, ben, elles commencent à faire. Mais par contre, au niveau du sol, ça va être un problème. Donc, et alors quand on a, malheureusement, à beaucoup d'endroits, on n'a pas de quoi faire un compost. Ici en Corse, c'est relativement compliqué de trouver des fumiers. On trouve des fumiers de brebis, mais on trouve beaucoup de compost à base de déchets verts, de bout de bois aussi. Alors là, c'est pas du tout ce qu'on cherche, hein. C'est parce que la lignine, si elle peut, elle va faire un compost complètement stable, mais quand vous allez le mettre dans votre vigne, ça va consommer l'azote que la vigne aurait pu prendre. Donc il faut faire attention à la qualité du compost. Et puis voilà. Pour que la vie du sol puisse se produire, il faut que le sol soit vivable. Alors Dominique l'a évoqué, certains granites, dans ces sols granitiques, il y a pas mal d'aluminium. Donc avant de vouloir développer la vie des sols, il faut leur donner un environnement vivable. Donc il faut corriger les excès d'aluminium, les excès de calcaire par du gypse. Il faut amener du soufre en fait quand il y a des excès de calcaire. Quand il y a des manques de calcaire, ben, il faut en amener, parce que le calcaire est un élément indispensable dans l'acidité des vins. S'il n'y a pas de calcaire, suffisamment de calcaire dans le sol, que la plante manque de calcaire, on ne peut pas avoir un vin bien équilibré au niveau de l'acidité. Et ensuite, il y a tous ces éléments. Bon, il faut essayer de compenser les gros manques. Ici, par exemple, on a souvent des excès de magnésium, des roches très magnésiennes, et les rapports potasse sur ça gêne un petit peu l'absorption de la potasse. Donc tout ça, il faut essayer de corriger du mieux qu'on peut, mais c'est très compliqué de vouloir corriger tous ces rapports. Heureusement, la biodynamie, elle est avec nous, et la vie du sol va nous aider à équilibrer tout ça, et on va voir un petit peu comment. Donc il faut quand même corriger. Et puis voilà une jolie courbe. Bon, c'est difficile à tracer sur PowerPoint. Alors, le palier que vous voyez entre la fleur et la noison, souvent il n'est pas aussi marqué. Hein, quelquefois c'est même, ça varie beaucoup avec le cépage, avec le climat. Enfin non, le climat pas trop. Mais le creux véraison est pas aussi marqué pour tous les cépages, mais c'est à peu près l'allure générale. Donc vous voyez qu'il faut ajouter votre matière organique, votre compost, suffisamment tôt pour que il faut un bon mois, un mois et demi, quelquefois beaucoup plus. Hein, si vous avez des granulés qui ont été collés avec des colles un peu difficiles, il faut que vous les mettiez dans l'eau avant pour voir si dans l'eau ils se dissolvent. Et s'ils ne se dissolvent pas dans l'eau, il faut se poser des questions, il faut aller voir le concurrent. Et parce que dans votre sol, ça va être un peu plus compliqué, parce que s'il n'y a pas de pluie, tout ça, votre amendement va pas fonctionner. Il va fonctionner avec un temps de retard. Et si on voit alors, ici en bas, l'ajout de matière organique tardif, ben à un moment, les réserves du sol que vous voyez en rouge vont fonctionner, puis à un moment elles vont décroître,
les réserves de la plante et les réserves du sol, et il faut que la minéralisation prenne bien le relais. Alors, et si on a un déficit, j'ai marqué en haut, c'est un peu un déficit d'azote au début de la demande forte, entraîne systématiquement un déficit d'azote dans les mous. C'est-à-dire que la vigne, elle se dit, il n'y a pas d'azote, bon, eh bien, on va se débrouiller sans. Seulement, quand on va arriver à la fin, dans nos mous, on ne va pas avoir d'azote. Seulement, la biodynamie va nous aider à compenser, à aider la vigne à pas prendre ce raisonnement et à se remettre en travail pour récupérer un peu d'azote. On va voir un petit peu comment. Bon, alors, la régulation de l'azote aussi, la vigne, elle a des racines profondes, l'herbe, elle a des racines pas très profondes, et l'azote, il commence à se former plutôt en surface, là où le sol réchauffe, et avant de descendre. Donc l'herbe, elle a tendance à se servir en premier. Il faut trouver un moyen, à un moment donné, de lui couper ses racines, de l'embêter un petit peu. Alors il y a 36 moyens, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut à un moment donné, même certaines vignes où il y a une forte demande, il faut cultiver un rang sur deux, détruire l'herbe ou le couvert au moment où de la forte demande. Aussi, il faut le détruire un peu avant pour pas qu'il fasse une demande en azote non plus. Les fins d'azote, les sarments de vigne qui sont incorporés au sol peuvent faire une demande d'azote qui va concurrencer la vigne aussi. Dans certaines vignes, il vaut mieux brûler les sarments que de les laisser. J'ai déjà parlé de matière organique et des déchets verts. Il faut faire attention de la qualité de la matière organique. Moi j'ai parlé de matière organique animale, hein, parce que vraiment ça amène ces forces dont on a besoin dans les sols. La matière organique végétale, bon c'est pas mal, mais c'est pas l'astral. Et ensuite, la minéralisation, il peut y avoir des accidents dans la température. La biodynamie peut donner quelques petits trucs. L'excès d'eau, ça il faut s'y prendre avant. Hein. Il faut drainer, il faut que les parcelles puissent se dégorger d'un excès d'eau. Et ça, sur le moment, c'est difficile à gérer. Le manque d'eau, la biodynamie, on va voir aussi des petites impulsions qui peuvent aider la vigne à aller chercher de l'eau. Parce que les plantes, elles sont pas folles. Elles s'arrêtent de puiser de l'eau avant que toutes les réserves soient épuisées. Elles gardent une poire pour la soif, c'est le cas de dire. Donc, si on les motive un petit peu, elles vont repomper un petit peu d'eau et passer, peut-être attendre la prochaine pluie, etc. Mais bon, la minéralisation peut aussi ne pas se faire. On peut aider en mettant de l'air, parce que l'oxygène est nécessaire à cette minéralisation. Donc on va passer une griffe. La griffe aussi peut faire un binage qui va garder l'eau, le reste d'eau, etc. Donc on peut intervenir sur certaines choses, sur certaines autres c'est difficile. Mais là, voilà. Alors, là, dans les mous, le manque d'azote, enfin dans les raisins déjà, le manque d'azote, il entraîne une surmaturation rapide. C'est-à-dire qu'on va manger l'acide malique qu'il y a dans le raisin, on a des taux d'acide malique assez bas, ça va favoriser le départ des malolactiques avant la fin des fermentations alcooliques. Et on va avoir des soucis parce que les bactéries et les levures, ça ne s'aime pas trop. Les bactéries émettent des produits toxiques pour les levures pour pouvoir prendre le dessus. Donc après, il y a des risques, piqûres lactiques, des goûts de souris, etc.
Et puis l'excès, c'est pas mieux, quoi. L'excès d'azote, ça fait trop de vigueur. Donc, on l'a vu, plus on a de vigueur, plus on a de risques de maladie. La vigne a trop de matière, elle la stocke sous forme de sucre, et les maladies, elle vient là pour soulager la plante et enlever le sucre qu'elle a en trop. Mais nous, ça nous plaît pas tellement, quoi. Et l'excès d'azote, ça retarde la maturité. En plus, la qualité des vins est nettement moins bonne. Et il y a aussi toujours ces fameuses brettes qui, d'un côté ou de l'autre, s'il en manque ou s'il y a trop, rentrent en action. Donc, quand on va avoir un petit accident dans le courant de la courbe, on va essayer d'intervenir pour remettre la plante en fonctionnement. Quand il y a un petit arrêt en démarrage, le sol peut continuer à fabriquer de l'ammonium sans fabriquer de nitrate, mais il continue à absorber la potasse. Et quand il se remet en route, on se retrouve avec des excès de potasse et les ennuis qu'on peut avoir sur l'acidité. Donc il faut essayer de compenser ces moments-là et réactiver la vie des sols aussi. Donc on va faire là, la vie des sols, la bouse de corde, c'est fantastique. Ça remet un petit encouragement au sol pour repartir. Et du coup, on a une correction. Et quand c'est vraiment très marqué, on va aller jusqu'à la bouse de corne urtica. C'est une bouse de corne qu'on peut faire normale ou bien renforcée. Et au lieu de dynamiser dans de l'eau, on va dynamiser dans la tisane d'ortie. Alors l'ortie, on n'en a pas parlé, c'est dommage, Jean-Michel aurait pu nous parler de l'ortie, si on a vu le temps. Mais l'ortie, il aide la plante à assimiler l'azote et le fer. Le fer va jouer sur la photosynthèse, la plante va réactiver sa photosynthèse et l'impulsion que l'on peut donner à l'azote est très intéressante parce que la vigne va pour moi ne pas suivre la première consigne, il n'y a pas d'azote, on y va. Elle va dire on peut en chercher, etc. Elle va pouvoir attendre qu'il arrive de l'azote sans arriver à des mous très faibles en azote. Et dans la deuxième partie de la courbe, à partir de la nouaison, on s'est aperçu que, tout à fait par hasard, dans un vignoble, on utilisait la préparation ortie 504, diluée, dynamisée 20 minutes, parce que c'est un terrain de Charente où on avait beaucoup de calcaire actif, et les feuilles devenaient toutes jaunes par chlorose, et on avait un effet très visible, c'est-à-dire que l'impulsion fer plus l'impulsion azote de cette préparation ortie rendait les feuilles normales. Et puis c'était des parcelles qui avaient beaucoup de mal à fermenter. Et on s'est aperçu que la moitié où on a fait la préparation ortie, elle a fermenté même un peu trop vite à notre gré. Donc on a essayé à d'autres endroits et en ce moment on a demandé à plein de viticulteurs qui ont déjà une bonne habitude de la biodynamie d'essayer ça pour conforter ce qu'on a pu trouver. Moi j'ai essayé ça sur une dizaine de domaines quand même, et on peut avoir 20 points de plus d'azote avec cette préparation. Moi je l'ai passé peut-être un peu trop tard, mais la passé entre la nouaison ou au stade petit pois. Voilà, moi je l'ai passé souvent après la fermeture de la grappe et plus près de la véraison, dans une période où il y a moins besoin d'azote, mais ça fonctionnait. Donc
il faut dans les sciences expérimentales, faut se plier à ce qu'on voit. Il y a le cas de sécheresse qui empêche la minéralisation. Alors donc on peut quand on peut arroser, hein, c'est pas si mal, pour réactiver la minéralisation. On peut donner un petit coup de griffe aussi, ça fait rentrer de l'air, ça va aussi empêcher l'eau qui reste de s'évaporer. Mais quand c'est trop marqué, on va faire des 500. Alors la 500 que je fais à ce moment-là, je la passe exactement comme une silice et je fais des 500 assez renforcés, c'est-à-dire à 2, 3, voire 300 grammes par hectare, dynamisé normalement, mais passé avec l'appareil à silice sur la végétation, c'est-à-dire on s'adresse vraiment à la végétation. Et les thés de compost, c'est l'arme ultime. Mais ça marche très très bien. Cette année, on a sauvé 50 ou 60 hectares de haricots avec ce système. Tous les voisins ont eu leurs haricots qu'ils n'ont pas ramassés, parce que la sécheresse en Charente était extrêmement forte. Et là, on n'a pas fait repousser les haricots, mais ils ont pu attendre jusqu'à la pluie suivante. Et après, on va s'aider aussi dans la sécheresse de la camomille. À peu près tous les stress, la camomille c'est un adoucissant, c'est-à-dire que aussi moi ce que j'incite, disons que tout ce qu'on a vu là, on peut l'observer sans analyse, hein. C'est-à-dire que le vigneron, avec un peu d'habitude, beaucoup d'observation, il peut voir tout ça, il peut voir quand sa vigne elle bloque d'azote. On peut regarder l'ensemble de la vigne, on peut regarder la forme en crosse des apex, tout un tas de petites indications, mais aussi des couleurs. Mais les couleurs, c'est pas seulement une longueur d'onde, ça a un éclat, plus ou moins d'éclat, plus ou moins la teinte est plus ou moins intense. Il y a du brillant, il n'y a pas de brillant. Et moi, j'ai des vignerons qui savent quand c'est qu'il faut intervenir, hein. C'est-à-dire là, il faut que je fasse une ortie ou que je fasse une camomille. Donc ça, c'est alors pour moi, il y a une gradation. Petite stress hydrique, camomille. Stress hydrique un peu plus fort, achillée. Bon, là, c'est des tisanes. Et puis, dans les pays plus méditerranéens, on a l'hélicris d'Italie, qu'on appelle l'immortelle, qui est une plante fantastique, et je crois qu'il faut qu'on creuse toutes ses possibilités, parce qu'elle est un peu comme la valériane, comme l'arnica. Elle est, non seulement elle résorbe les coups, mais en plus elle peut résorber les hématomes, le sang qui peut... Donc les facultés médicinales de la plante, on peut les extrapoler à la vigne un petit peu. Et puis aussi les impulsions qu'elle peut donner, ce que nous a exposé Jean-Michel tout à l'heure, eh bien, l'immortelle, c'est encore un cran au-dessus. Je parle de l'immortelle qui pousse dans la montagne, il faut faire attention, parce que celle qui pousse dans la plaine, dans un endroit, elle aime bien l'eau, hein, aussi. Donc elle a beaucoup moins de propriétés. Et puis dans les cas ultimes, moi j'ai eu le cas dans un vignoble du Haut-Douro, à la limite de la frontière portugaise-espagnole, là où le Douro prend son virage. C'est un climat continental extrêmement chaud en été, et on a trouvé ce système par le système analogique, en disant bon, c'est une plante, elle pousse en plein soleil, encore plus exposée que la vigne sur des murs en pierre, et quand on donne un petit coup de machette dedans, il y a l'eau qui gicle. Le message à la vigne, regarde, fais comme elle, un peu, vas-y. Et on a essayé différentes choses, et ça marche très très bien, c'est-à-dire que la vigne peut avoir des signes de flétrissement permanent, c'est-à-dire qu'elle peut arriver à un flétrissement qui est grave, et 2-3 heures après le passage d'une macération à froid de ces raquettes,
on voyait les feuilles se redresser. Et il y a eu un second effet qu'on n'attendait pas aussi, c'est que c'est une région où il n'y a pas de milieu, où ils ne traitent pas au cuivre, mais l'oïdium est extrêmement virulent, et seulement ils ne peuvent pas monter les doses de soufre parce que ça brûle. Et bien là, ça ne brûlait plus. Formidable. L'ouvrier s'était trompé dans les dosages, il avait mis trop de soufre, et ça n'a pas brûlé, donc on a vérifié, et depuis, dans la région, ils sont presque tous en bio. On ne trouve plus un figuier de Barbarie, ils sont obligés d'aller à 20 km pour chercher des figuiers de Barbarie. Un autre élément qui est très déterminant dans les vins, c'est la potasse. Pas assez de potasse, c'est pas bon. Les vins ne sont pas complets. Moi, j'utilise la consoude en tisane. Ça peut s'utiliser aussi en macération courte avec une fermentation lactique, ça marche aussi. Quand on a des grosses quantités à faire, c'est plus facile. Et puis aussi notre fameuse Aquilée millefeuille, mais elle va avoir plus un effet de régulation. C'est-à-dire que si la plante assimile pas bien la potasse, je préfère la consoude quand même. C'est plutôt si elle assimile trop la potasse, l'Aquilée elle va résorber tout ça. Et quand on a des vraiment gros problèmes, moi j'utilise la 502, c'est-à-dire la préparation du compost Aquilée, dynamisée, et qu'on passe avec des résultats plutôt encourageants. Mais l'Aquilée encore. Une autre possibilité qui nous intéresse dans le vin, c'est de préserver le soufre actif. C'est-à-dire quand on passe la tisane d'Aquilée entre la véraison et la vendange, on s'aperçoit, moi j'en ai qui en passent plusieurs Aquilées à ce moment-là, on s'aperçoit que le soufre actif reste très longtemps, donc on n'a pas besoin de rajouter du soufre, c'est beaucoup plus facile. Il y a pas, le soufre ne combine pas, et on reste beaucoup plus longtemps avec un soufre tranquille qui ne bouge pas, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est plutôt pas mal. Bon, ensuite là je passe un peu vite, parce que mais il faut froid, gel, grêle, il y a aussi des solutions valérianes, aussi notre immortel. Mais on a aussi une action éliciteur des tisanes qui nous intéresse énormément dans le vin. Cette action éliciteur, c'est la vigne se sent attaquée par une autre plante, elle va se défendre en fabriquant des produits qui lui servent à se défendre un peu contre tout, les champignons et tout ça. Et ces produits, ils nous intéressent beaucoup dans le vin, parce que c'est des antioxydants puissants, les stilbènes, le resveratrol, mais aussi les tannins, les anthocyanes, qui sont les matières colorantes et les matières qu'on recherche dans le vin. Donc dans les vins en biodynamie qui ont été bien traités avec les tisanes, on va avoir des teneurs en tanins, en matières colorantes très importants, ce qui va changer un peu notre système de macération. Bon, en plus, on peut même traiter les excès de vigueur. Nous, quand on a des excès de vigueur, on a trop mangé un petit peu, on prend en homéopathie la Nux vomica. Alors, c'est joli, on ne fait pas très attention, mais c'est la noix vomique. La noix vomique, c'est un poison violent, qui est la strychnine. Et on prend une dilution de strychnine pour se défendre contre l'excès de métabolisme, disons comme ça. Et la plante, ces excès de métabolisme, c'est l'excès d'azote des plantes trop vigoureuses. Donc on utilise avec succès certaines tisanes un peu toxiques, comme le genêt à balai, la digitale. On pourrait aller plus loin, on pourrait aller dans l'élébore ou des choses assez toxiques. Mais après, il faudra faire attention avec les préparations non préoccupantes. Là, c'est très préoccupant.
Et ce qui joue un rôle important dans l'équilibre du raisin, c'est de préserver les apex. C'est-à-dire que le bourgeon terminal, c'est un peu l'intelligence de la plante. Elle se partage entre le bourgeon terminal et l'extrémité des racines. Donc si on coupe ce bourgeon terminal, il n'y a plus de chef, et il y a plein qui veulent être chefs, donc ça fait des entrecœurs, ça enferme le raisin dans une atmosphère humide, ça pompe de la sève pour rien, ça fait des jeunes feuilles qui sont sensibles aux maladies, enfin bon, vous avez compris. Donc on essaie de préserver le plus longtemps possible l'affect, il finit par sécher, et quand on le préserve, ben on a moins d'entrecœurs, et les entrecœurs sont plutôt sur l'extrémité. Ça, c'est important pour l'équilibre du raisin. Et en fait, notre fameuse silice, moi je trouve que c'est très important dans l'épaississement des tissus, parce que dès qu'on va avoir des tissus plus épais, non seulement ils vont résister aux maladies plus facilement, à la pourriture, etc., mais en même temps ça fait un réservoir important pour les tanins, et les tanins ils vont savoir où se loger, parce qu'il y a du volume pour se loger. Et alors ces silices, elles développent beaucoup les parfums, le côté éthylène entre la véraison et la maturation physiologique. Elles vont développer beaucoup les parfums et l'accumulation de tanins. Et puis les silices, quand la maturation des peaux a commencé, elle va avoir un effet complètement différent. Elle va accélérer la maturation, c'est-à-dire que l'effet éthylène va être encore accentué, les enzymes pectinolytiques vont s'augmenter, détruire la pectine des membranes cellulaires qui vont éclater, et il faut récolter très vite à ce moment-là, parce que s'il pleut, la pourriture va s'y mettre, s'il fait sec, ça va faire du raisin sec. Donc il faut faire très attention. Mais par contre, au niveau de la macération, c'est super, parce que, tout au moins pour les rouges, la couleur va se libérer sans manipulation trop forte. Et quand on fait des manipulations fortes, on extrait des tanins qui sont plutôt astringents, à chaîne courte. Et il semble aussi que cette silice, ça demanderait à être vérifié, mais allonge les tanins, allonge les chaînes tanniques, c'est-à-dire complexifie les tanins, font des tanins beaucoup plus doux. Plus le tanin a des chaînes longues, plus il est doux. Donc c'est très très intéressant. Bon, les grands équilibres cosmiques, on n'en a pas beaucoup parlé, on essaie de les respecter, mais je passe un peu vite. On évite les nœuds, les éclipses, on peut régler la vigueur en taillant, en lune montante ou lune descendante, mais dans les plantes pérennes, il faut 3-4 ans pour voir un effet. C'est pas comme une plante annuelle où... Alors on a vu qu'on pouvait avoir en Déméter un vin certifié ou non certifié. Chez Biodivin, il n'y a pas cette possibilité. Et on peut certifier quelques cuves, on n'est pas obligé d'avoir, autant il faut certifier tout le domaine pour la culture, autant on peut certifier que quelques cuves pour le vin. Donc pour certifier en biodynamie, il faut fonctionner en levure indigène. Alors ça fait très peur à tout le monde, mais ces levures indigènes, elles sont beaucoup plus costauds que les levures sèches actives qui ont déjà été desséchées à froid, avec sous vide, etc. Souvent elles sont très mal réhydratées, et quand on les réhydrate mal, elles se reproduisent pas bien. Mais c'est quand même pas si mal, parce qu'elles vont servir de nourriture aux levures indigènes, et je suis pas sûr que dans quelques temps la recherche montre que c'est finalement les levures indigènes qui terminent les fermentations de cuves qui ont été ensemencées. Mais ça pourrait... Ce que j'ai pu constater sur les levures, c'est les personnes qui font des analyses des levures pendant la fermentation. En début de biodynamie, on a peu de différence entre les parcelles et pas un nombre énorme de levures sur les raisins. Par contre, les levures duchées, moi ce que j'ai appris, lu, etc.,
on les trouve pas dans les analyses que j'ai vues, hein, parce que peut-être qu'on les trouve quelquefois. Hein. Et il y a eu, ce qu'a dit Fabien, il y a au moins une trentaine, en moyenne, il y a une trentaine de levures qui agissent successivement. Souvent, elles reprennent le boulot après un petit moment de calme. Et par contre, quand on va plus loin en biodynamie, on a quand même un peu plus de levure. Et si dans le premier cas, on n'a pas beaucoup de différence entre les parcelles, quand la biodynamie se développe, on a un peu plus de différence de levure sur les différentes parcelles. Donc on a une petite différenciation au niveau des terroirs. Bon, on a les levures qui fermentent, Saccharomyces cerevisiae, les levures de bière. Et puis on a des levures non Saccharomyces qui fermentent un peu, quelquefois font des fermentations. Il faut voir si elles ne nous embêtent pas. Mais si elles ne nous embêtent pas, moi j'aime bien les laisser, parce qu'elles occupent le milieu, elles empêchent tout ce qui est en dessous de venir nous embêter, les bactéries lactiques, les bactéries acétiques. J'ai encore du temps. Bon, alors les levures, pour se développer, il leur faut un peu d'ammoniac, mais pas trop. Un peu de NH4. Alors souvent on rajoute des phosphates d'ammoniac. En Déméter c'est interdit, donc là on n'en rajoute pas. Mais souvent il y en a assez quand on a bien œuvré sur le raisin, il y en a assez pour multiplier les levures. Et puis moi je ne cherche pas à avoir un très grand nombre de levures, parce que plus on a de bouche à nourrir, plus on risque d'être en manque d'azote à la fin. Il suffit d'avoir le nombre voulu de levures pour mener notre fermentation à terme. Mais les levures vont se nourrir des acides aminés, et apparemment sur les analyses un peu poussées que j'ai pu voir, la biodynamie développe beaucoup d'acides aminés, c'est-à-dire à taux d'azote égal, il y a moins de NH4, mais il y a plus d'acides aminés. Donc une bonne nourriture pour les levures. Bon, température, tout le monde connaît les températures des levures. Et il faut aussi de l'oxygène pour les multiplier. Et ça, on l'oublie quelquefois. Moi, j'aime bien faire des pieds de cuve. Alors, on les utilise ou on ne les utilise pas. Il faut être très rigoureux sur l'hygiène des pieds de cuve et sur les raisins qu'on y met. Moi, j'ai vu quelques accidents avec un des pieds de cuve mal fait. Moi je les sulfite, prudence. Je maintiens une température assez favorable aux levures. C'est moins favorable aux bactéries. Dès qu'on dépasse 23 degrés, les bactéries sont mises un petit peu, je parle dans le jus, hein, les bactéries sont mises un petit peu en sommeil, et tandis que les levures, elles fonctionnent bien. Donc on essaie de faire une température de 27-28 degrés. J'utilise en gros à 5% de la cuve. J'essaie que la densité, qui n'est pas trop en dessous de 1050, je mets plus un pied de cuve dans une cuve qui vient d'être ramassée. Ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de jus avec du sucre pour remonter la densité et la faire un petit peu travailler pour attendre, s'il y a à attendre pour l'incorporer à la cuve. Donc je mets jamais en dessous de 1050. Bon, vinification en blanc. Bon, je vais passer vite. Hein. C'est-à-dire on essaie de ne pas avoir des températures trop hautes et des débourbages trop forts, ni des variations de température. Alors c'est vrai pour blanc et rouge, on avait tendance à refroidir une cuve de 15 degrés, 20 degrés, allez, et le vivant il n'aime pas, quoi. Donc 5 degrés pour moi c'est un maximum de refroidissement. Pas de macération à froid pour les rouges parce qu'il y a assez de fruits quand on a fait bien nos silices. On ensemence ou non. Quand les cuves de rouge partent toutes seules,
on n'ensemence pas. Si elle commence à avoir des odeurs qui ne me plaisent pas, on met le pied de cuve. Si on a des fermentations difficiles, alors dans les rouges, on monte un peu les températures pour éviter les démarrages de malolactiques. Si on sulfite légèrement à 2 grammes, on bloque les bactéries et les levures continuent à fonctionner. Si le vin est assez complet, on peut écouler. Les bactéries n'aiment pas trop une aération, l'aération que va créer l'écoulage. Et les levures, elles profitent un petit peu de cette aération pour repartir. Dans les blancs, je mets des marcs frais. Quand c'est en fin de vinification, j'en mets au congélateur. Il suffit d'1 ou 2 seaux de marcs frais, quelquefois dans une cuve, pour faire repartir. La macération aussi, c'est-à-dire que tout l'azote, beaucoup de l'azote des mous, il est plutôt dans les pellicules. Donc la macération, ça favorise aussi une dilution un peu plus grande. Ça dilue aussi quelques tanins, mais ces tanins, si on n'a pas assez de précaution au niveau de la protection de l'oxydation, ces tanins, ils vont protéger de l'oxydation, ils vont s'oxyder tout seuls, éviter des petits goûts amers en fait. On peut aussi mettre des raisins dans un sac. Les sacs qu'on utilisait pour les copeaux peuvent être utilisés pour mettre des raisins entiers. Et les raisins entiers, ça marche très très bien pour redémarrer. Ensuite, il y a les lits, tous les vinificateurs savent que des lits d'une bonne cuve, c'est extraordinaire pour redémarrer, même si elles sont... Il faut bien les conserver. Mais les levures, ça reste très longtemps vivant, ça sait se protéger quand elles repartent très facilement. Et on fait aussi de levain congelé d'une année précédente, ça peut servir aussi. Déméter autorise d'utiliser aussi une souche triée, ça coûte assez cher, dans son domaine, qui termine bien l'alcool. Le seul inconvénient, c'est... Enfin non. Il y a quelques domaines qui l'utilisent et qui gardent. C'est une levure qui était quand même du domaine. Mais pour moi, c'est un ensemencement exactement comme les levures sèches actives. Les écorces de levure, c'est autorisé à condition qu'elles soient bio. Et il y a un vieux truc des vignerons bourguignons, c'était de mettre de la valériane, 5 ml dans 1 litre d'eau et de saturer l'atmosphère du chai et de le laisser bien fermer toute une nuit, même un peu plus si on peut. Là, moi j'ai vu plein de cuves redémarrer avec ce système. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Heureusement. Et même j'ai vu des cuves qui depuis 1 ou 2 ans étaient stockées avec un peu de sucre qui redémarraient. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Voilà. Vin sans sulfite, je laisse. Les différents contenants, on aime bien. Voilà les quantités de soufre total que l'on a chez Déméter, c'est-à-dire 70 mg pour les rouges, 90 mg de total pour c'est facile à respecter. Il n'y a que pour les grands crus ou les domaines qui conservent longtemps en fût, il y a une extension possible avec une dérogation jusqu'à 100 mg pour les rouges, etc. Voilà. Élevage, filtration, les déviations. Les filtrations, c'est réglementé, il faut lire le cahier des charges des méthodes. La filtration tangentielle, ça peut être... moi, ça me paraît pas terrible, mais Déméter International ne l'autorise pas. C'est une dérogation qui est uniquement autorisée, je crois, il faut demander à Natacha, pour la France et l'Argentine. C'est ça. Les déviations, je remets sur un marc qui a été pressé
et qui est sain. Souvent on a des goûts qui disparaissent et quelquefois quand on represse le marc on retrouve plus ce goût, c'est assez bizarre. Ou bien on fait barboter du gaz carbonique des cuves qui sont en fermentation, ça marche assez bien. Bon, des actions du cosmos, je crois que je vais terminer là-dessus. Bon, la récolte de fruits ou fleurs, si on peut, c'est bien. Les actions négatives, éclipses, nœuds, on en a parlé, on essaie de les éviter si on peut. L'action des marées, on ne peut pas trop éviter, mais il faut savoir que les levures sont activées par des coefficients de marée plutôt élevés, les bactéries plutôt par des lunes montantes. Donc il faut se méfier quand on se trouve dans ces conditions. Et pour les soutirages émises, moi je tiens à ce que la pression atmosphérique soit assez élevée, parce que c'est un phénomène toujours de physique qui tient les saletés au fond, donc c'est plus facile. Mais les vins fermés et réduits, on les fait plutôt en lune montante, les vins ouverts en lune descendante. Soutirage émise en vin rouge, fruits si c'est plutôt des vins rouges à boire jeune, racines si c'est plutôt des vins tanniques. Mais les deux marchent pour les rouges. Et les vins blancs, fruits ça marche bien, fleurs aussi. Et puis pour la dégustation, bon, j'aime pas trop les jours-feuilles, mais bon. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'étais obligé d'accélérer.